Voilà. Là, j'ai écrit depuis un roman historique sur un fait divers réel, le crime de Mitro, et là, j'ai écrit donc ce roman, Loin de toi, qui raconte la vie d'un immigré italien, mais c'est pas seulement une biographie, parce que la vie des immigrés italiens est assez plate, hein, quand même. Ils arrivent, ils travaillent, ils se marient, ils ont des enfants comme moi, et puis c'est tout. Non, je me suis fait un roman, un rebondissement avec des enfants cachés, un enfant caché, une disparition, un meurtre. Ça se passe dans différents endroits, ça va jusqu'en Amérique. Enfin, j'ai essayé de faire un beau roman, d'aventure dans la tradition du 19e siècle. Alors, je reviens maintenant à l'histoire de l'immigration italienne. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à M. Retailleau, puisque les premiers immigrés italiens sont arrivés à l'époque de Jules César, puisqu'il a dissous une de ses légions et il leur a attribué chez nous des terres dans ce qui est devenu les Pyrénées-Orientales, si bien que les premiers immigrés italiens, vraiment, ils sont chez nous. C'est un peu un anachronisme que je fais parce qu'ils n'ont jamais été italiens, pour la bonne raison que dans l'esprit des gens de l'époque, un Italien, ça n'existe pas. Même si géographiquement, l'Italie existe. Alors, je vous propose le plan de travail. L'Italie, une région, pas un État, c'est une sorte de pays introuvable. L'immigration de masse en 4 périodes. J'ai repris la classification du musée de l'immigration parce que c'est... Enfin, on retombe toujours sur les mêmes dates, hein, vous savez. Et j'ai trouvé qu'ils avaient fait un travail très intéressant, que j'ai visité l'exposition, et on peut encore trouver le bouquin qui y est attaché. Et enfin, chapitre 3, les voies de l'intégration. Alors, allons-y. L'Italie, une région, pas un État. Alors, je vous ai mis 2 cartes ici. La Gaule cisalpine, c'est celle qui est de notre côté des Alpes, parce que ça, c'est une carte qui est bien sûr vue par les Romains. Par les Romains, oui, c'est ça. Là, il y a une Gaule, le nord de l'Italie, c'était la Gaule. Et la Gaule transalpine, c'est la Gaule qu'on connaît, la nôtre, si j'ose dire. La vôtre, la mienne, je ne sais plus, parce que moi je suis à la fois d'un côté et de l'autre. Donc c'est la Gaule, celle de Vercingétorix, si vous voulez, pour résumer un petit peu, qui va de la rive gauche du Rhin jusqu'aux Pyrénées. Nous y sommes intégrés à l'époque, hein, puisque César a donné, là il y a c'est trop fort, César a donné ses terres à des gens qui étaient en Gaule. Hein. Alors oui, je reviens en arrière pour la carte ici. Alors à l'époque de César, vous avez au nord la partie jaune, c'est la Gaule, à l'époque de César. Vous avez entre Pise et Ariminum, qui en fait est Rimini. Vous avez une espèce de frontière marquée par une petite rivière, le Rubicon. Et quand on traversait le Rubicon, on entrait en République romaine. Au nord, c'était les zones occupées, ce qu'on pourrait appeler des colonies, c'est un anachronisme, c'est-à-dire colonies. Et lorsque César traverse le Rubicon, il se met en infraction par rapport à la loi du Sénat, qui interdit aux troupes qui interdit que l'on... Il y a du Larsen là, qui interdit à toute armée de traverser, tout général en armes, de traverser cette rivière qui marque la frontière entre la Gaule et donc la République. Il l'a fait, c'est le fameux Alea Jactaes. Non mais je crois qu'il faut baisser, voilà. Il l'a fait, c'est le fameux Alea Jactaes, parce qu'il risquait d'être condamné à mort. En fait, il a pris le pouvoir avant d'être assassiné lui-même. Mais il a eu une grande gloire parce qu'il avait vaincu les ennemis les plus dangereux pour les Gaulois, pour les Romains, les Gaulois qui avaient fait le saccage de Rome en 390 avant Jésus-Christ. C'était un certain Brennus qui était à leur tête. Je crois ensuite que le bouclier de Brennus qui récompense le champion de France dans les pays n'a rien à voir avec ce Brennus-là, parce que le Brennus du bouclier, c'était simplement un sculpteur qui avait fait ce bouclier pour marquer le champion à la place de mettre des coupes comme ça se faisait dans tous les autres sports. Donc ce Brennus, en fait Brennus c'est un terme générique qui désigne souvent les chefs, a saccagé Rome, malgré l'avertissement des oies qui a retardé son attaque nocturne, et les Romains sont restés totalement, complètement, impressionnés par ces peuples gaulois. Donc César en a reçu une grande fierté. Néanmoins, les Italiens du Nord, ce sont des Gaulois. Moi, quand j'étais petit, je collectionnais les images de footballeurs, et je m'apercevais que les joueurs de l'Inter de Milan, les joueurs de
Turins, ils étaient souvent blonds avec des yeux bleus. Je dis, mais c'est pas les mêmes Italiens que ceux que je vois chez moi, parce qu'à la maison, c'était plein d'Italiens chez moi. Et ils parlaient fort, ils parlaient de football, ils parlaient de cyclisme. Mais c'était tous des Italiens, des Abruzzes, des gens de la campagne, très basanés, petits et bruns. Ben, l'explication, elle est là. J'ai compris après qu'en fait, ils étaient comme les Français, hein, on ne les voyait pas. Ça aura son importance, parce que la première vague migratoire, elle vient du Nord. Donc les Italiens du Nord se mêlent totalement aux Français. Il n'y a pas d'identification comme les Italiens que j'ai vus après la guerre, qui eux étaient vraiment différents des Français, si j'ose dire. Hein. Et on voyait que c'était un Italien. On les voyait aussi Italiens parce qu'ils étaient plus élégants, ils étaient un peu plus... Enfin, je ne veux pas faire la promotion des Italiens par rapport aux Français, quoique. Bon, alors, César parle de l'Italie, mais il ne parle jamais des Italiens. Il parle de l'Italie comment? Mais pour désigner cette portion de la botte qui se trouve au sud de ce pays. Donc, les Italiens n'existent pas. D'accord? Et même, bon, vous avez César avec le Rubicon, et là, par exemple, je vous mets une carte. Alors, l'Italie du Nord, même l'Italie tout entière, et la France ont subi la même histoire. Les invasions germaniques, les Lombards qui étaient très puissants en Italie du Nord, les Francs qui ont fini par dominer le pays chez nous, Attila, les Vikings, il y a eu un royaume viking en Sicile, il y a eu bien sûr la Normandie qu'on connaît bien à partir du Xe siècle. Pourtant, alors qu'au fil des siècles, avec les Capétiens, vous avez ici la France de la Renaissance, qui correspond à l'année à peu près 1500. Bon, il y a quelques zones qui ne sont pas tout à fait bleues, mais ce sont des zones contrôlées. Hein. Vous voyez ce que c'est que la France? C'est presque la France de Louis XI. Hein. Louis XI a fait beaucoup pour cette France-là. Là, c'est la France de Louis XII, hein, en quelque sorte. Regardez l'Italie à côté, c'est totalement divisé, ça n'existe pas. Vous avez une carte qui date de la fin du milieu, pardon, du XIVe siècle, mais ça ne changera pas. Et toutes les cartes d'Italie qui vont dessus sont à peu près les mêmes. Je pense, moi, que ce qui a empêché quelque chose qui puisse, comme en France, qui ait pu réunir tous ces États, toutes ces principautés qui se faisaient la guerre d'ailleurs, c'est un peu le pape. Parce que vous voyez, le pape, ici, au milieu, il a Papa State, parce que c'est une carte anglaise, parce que je prends tout ce qu'il trouve de manière très simple. Vous savez, faire une conférence en montrant des cartes historiques, c'est impossible. Les cartes historiques sont évolutives. Il y a plein de couleurs, plein de dates, et on n'y comprend rien. Celle-là a le mérite de montrer l'Italie à un moment précis. D'accord? Nous sommes en 1500. Hein, d'accord? Voilà. La guerre de 100 ans s'est terminée depuis quelques décennies, et nous sommes à l'époque où nous sommes en pleine Renaissance en Italie, ce qui va d'ailleurs susciter l'envie des Français qui iront y guerroyer. Alors, pendant toute cette période qui va nous mener jusqu'à l'indépendance de l'Italie, ben, les échanges se font. Le servage a été supprimé au XIVe siècle, donc les gens peuvent voyager. Et croyez bien qu'ils ne s'en privaient pas, c'est-à-dire que de nombreux Italiens passaient en France, il y en avait qui étaient qui étaient en Savoie, la Savoie qui faisait partie du royaume du Piémont, c'était des francophones, mais qui étaient, si vous voulez, qui n'étaient pas français. D'ailleurs, est-ce qu'on était français? Je crois que la notion de français apparaît petit à petit, et c'est clair à la Révolution. Ça commence à s'éclaircir avec Jeanne d'Arc, Michelet ne s'y était pas trompé, mais ça devient vraiment quelque chose de fort chez les gens à partir de la Révolution. Ne serait-ce que parce qu'on a été attaqué par tous les autres, et puis que la France est devenue un État centralisé, avec une langue, avec ce que les Italiens n'avaient pas. Il faut quand même voir que les Italiens ne se comprenaient pas. Les Italiens parlaient des dialectes fort divers, mais il y en avait des multitudes, et puis surtout, ils étaient ennemis. Hein. Par exemple, la Vénétie et Milan se sont fait des guerres incessantes par principautés interposées. Alors le pape, avec son machin en plein milieu, là, il empêchait tout, et il était non seulement pape, mais il était aussi chef de guerre. Hein. Il faisait la guerre, le pape, hein, comme les autres. Bien. Donc, on ne peut pas mesurer quels étaient les échanges entre la France
et l'Italie, entre guillemets, et l'Italie du Nord, ce qu'on sait, c'est que ça existait. D'ailleurs, ça a tellement existé que je vais vous montrer quelques Italiens célèbres qui se sont installés en France. Il y a ici Christine de Pisan. Christine de Pisan qui est méconnue, hein. C'est une jeune Italienne qui s'appelait Cristina di Pizzano, qui est venue en France avec son père, qui a été embauché par le roi de France comme astrologue, qui était aussi un peu médecin. Et elle a eu la chance, si vous voulez, Christine de Pisan, de se marier jeune, mais d'être veuve tout de suite. Donc elle a été une femme libre, et comme son père l'avait initiée aux études, c'est devenu une érudite, une philosophe. C'est quelqu'un qui, à mon avis, n'est pas placé à sa juste valeur. Elle a écrit La Cité des femmes, qui préfigure ce que fera Erasme. Elle imagine que des femmes invitent dans leurs discussions, discutent, vous vous rendez compte, au Moyen-Âge, les femmes qui discutent, elles invitent des déesses. Il y a des déesses différentes, il y a la déesse de la raison, etc. Et elles leur posent des questions. Je vais vous lire quand même un petit extrait, parce que je ne peux pas résister au plaisir. Alors, voilà ce que dit une des déesses, qui dit à ces femmes: les raisons qui ont poussé et poussent encore les hommes à blâmer les femmes, en particulier chez les auteurs que tu as lus, sont diverses et multiples. Certains ont eu de bonnes intentions, ils le faisaient pour ramener dans le droit chemin les hommes qui auraient pu s'enticher de femmes luxurieuses ou de mauvaise vie, ou bien pour empêcher qu'ils ne se fourvoient en les fréquentant, pour que tout homme fuit le stupre et la débauche. Ils ont condamné les femmes en bloc, dans l'intention de les faire prendre toutes en abomination. C'est quand même très moderne, hein, c'est assez étonnant. Elle est poète, elle a même écrit une ode à Jeanne d'Arc, elle est morte en 1430, et Jeanne d'Arc a été exécutée en 1431. Elle avait une espèce de préfiguration de ce qu'était le phénomène Jeanne d'Arc. Elle parle du roi de France qui doit beaucoup à Jeanne d'Arc. Vous pouvez trouver ça, hein, sur Gallica, dans les versions. Ça, c'est une version qui a été francisée, modernisée, mais dans les versions originales aussi. Bon, Léonard de Vinci, on le connaît, c'est pas la peine d'insister, il est venu dans les bagages de François Ier, à la suite des guerres d'Italie, il est mort en 1519. Jules Mazarin était un politicien, hein, un ecclésiastique qui est venu en France pour représenter le pape à la cour de France. Il y a fait carrière, il est devenu Premier ministre, et Richelieu a recommandé de le prendre comme Premier ministre à la régente Anne d'Autriche, à la mort de Louis XIII, et donc il est devenu un homme d'État, si vous voulez, hein, plus français que les Français. Il a été naturalisé français, mais je ne suis pas sûr que ce bon Jules Mazarin ait su dire la messe. Hein. Je pense que c'était quelque chose qu'il ne devait pas savoir trop faire, même je suis sûr qu'il le savait pas. Et ça ne l'intéressait pas. Hein. Il est devenu cardinal, d'ailleurs, par la suite, grâce à l'appui de la France, qui a toujours aimé placer des cardinaux pour que des conclaves puissent désigner des... Regardez ce qui s'est passé récemment, hein. Le président faisait la promotion du français, on ne sait jamais. Hein. Il y a quand même des gens qui sont un petit peu fêlés. Bon, alors, là, j'en ai d'autres qui sont très français. Vous verrez Giovanni Verrazzano, qui a été un explorateur, qui a travaillé pour le roi François Ier, c'est ça, et qui a exploré la côte est de l'Amérique. Il avait déjà fait un voyage, hein, Verrazzano, avec des Malouins en Amérique, donc il connaissait le coin. Et ce Verrazzano a remonté toute la côte américaine jusqu'au Canada d'aujourd'hui. Il cherchait la voie vers l'ouest, il cherchait le chemin qui permettrait de contourner l'Amérique par l'ouest. Il n'a pas trouvé, mais il a trouvé le site de New York. Et il est le premier à s'y être arrêté. Il a appelé ça, il a créé une petite cité qui s'appelait Nouvelle-Angoulême. La Nouvelle-Angoulême, dans cette Nouvelle-France. Pourquoi Nouvelle-Angoulême? Parce que la femme du roi de France, François Ier, était la duchesse d'Angoulême. Donc il a voulu lui rendre hommage. Par la suite, les Hollandais, parce que les Français, comme toujours, ils commencent et finissent pas, ils sont partis, ils n'ont pas insisté. Les Hollandais sont arrivés, ils ont appelé ça New Amsterdam. C'était Peter Stuyvesant qui était donc, si je me souviens bien, le Hollandais qui a créé New Amsterdam. D'ailleurs, à New York, il y a un quartier qui s'appelle Harlem. Harlem, c'est une ville hollandaise. Par la suite, la ville a été appelée New York par les colons britanniques. Voilà, vous avez Giacomo Casanova. Alors Casanova, il n'est pas français.
il a fait quand même deux choses qui méritent le respect. Sa vie aventureuse, grand séducteur, flambeur, vantard, hein. Il a écrit ses mémoires, mais justement, ses mémoires, il les a écrites, figurez-vous, en français. À la fin de sa vie, il s'est retiré en Bohême, donc en Tchécoslovaquie actuelle, et tout seul dans son coin, il a raconté sa vie, ça lui a permis de tenir le coup avant de mourir, et il a écrit en français. Et ce texte a été perdu parce que on ne l'a pas retrouvé, et simplement on a retrouvé une traduction allemande au cours du 19e siècle, qu'on a retraduite en français, alors ça ne devient pas possible, mais aujourd'hui vous pouvez trouver dans la collection bouquin la version vraiment originale de Casanova. C'est pas mal, hein, c'est très bien écrit, c'est quelqu'un qui avait, comme tous les gens du 18e, une préciosité, qui avait une élégance de la langue. Mais surtout, il a inventé quelque chose d'intéressant pour le roi Louis XV, qui régnait à son époque, toujours fauché, toujours à la recherche d'argent. Louis XV qui a quand même agrandi le royaume, hein, par mariage, la Lorraine, par achat aux Génois, la Corse. Mais Louis XV n'avait pas d'argent, alors il lui a proposé une loterie nationale. Casanova a inventé la loterie nationale française. Remercions-le. Et puis Pietro di Brazza, savant de Brazza, un explorateur qui a beaucoup exploré l'Afrique équatoriale et qui a ouvert la voie à la colonisation française, même si lui n'était pas un colonisateur, mais en tout cas il a été, de ce point de vue, d'une grande utilité pour la France. Il s'opposait par exemple au système colonial français, ça ne lui plaisait pas qu'on contraigne les autochtones, qu'on leur confisque leurs biens, mais il n'a pas été entendu. En tout cas, aujourd'hui, c'est à noter, une ville s'appelle encore Brazzaville, c'est la capitale du Congo, ex-français, et les gens du cru, enfin les Congolais, n'ont pas débaptisé Brazzaville, ils ont gardé le nom. C'est peut-être aussi parce qu'il n'avait pas aussi mauvaise presse que le roi des Belges, Léopold, hein, dont la capitale Léopoldville a été débaptisée, qui considérait que le Congo, qui est grand comme deux fois trop à la France, c'était à lui, sa petite propriété personnelle. Bon, alors, et puis, on est toujours à une époque où l'Italie n'existe pas, nous sommes au 19e siècle, dans la première moitié du 19e, nous avons deux personnages qui sont intéressants, Émile Zola et Gambetta. Alors, Émile Zola, c'est un homme qui est d'origine vénitienne. Son père, avant de venir s'installer en France, était ingénieur, il a trouvé des ponts, des voies de chemin de fer, il a voyagé dans toute l'Europe, en Autriche, il a voyagé également en Suisse, etc. Il a fait beaucoup, il a une vie très aventureuse. Et puis, il est venu s'installer en France, où il s'est installé à Marseille, puis à Paris. Il a rencontré une jeune femme de 23 ans, sa cadette. Il a eu un enfant avec cette femme. Cet enfant s'appelait Émile, c'est le petit Émile. Émile Zola, grand écrivain extraordinaire, sans doute un des plus grands écrivains de la littérature française, sociale, qui raconte la vie des gens. Hein, c'est le premier qui s'intéresse vraiment à la vie du petit peuple. C'est pour ça qu'il a été méprisé, dénoncé par la critique française, toujours si stupide, hein, qui passait à côté de Zola. C'était obscène, il racontait des saletés, alors que c'était un homme qui travaillait beaucoup pour ses livres, qui faisait des enquêtes considérables, qui parlait d'un sujet, un grand écrivain. Je l'aime beaucoup, vous l'avez compris, je pense. Alors Gambetta, lui, il est d'origine italienne, lui aussi, mais c'est son grand-père qui était italien, son grand-père est un marchand ambulant qui s'est installé en France du côté de Cahors, à Cahors, il a ouvert un commerce. Son père, Gambetta, est reparti faire un petit tour dans son Piémont natal, où il a été dans la marine piémontaise. Et puis, il est revenu en France, finalement, tenir la boutique des parents. Et Gambetta donc, est né dans cette famille très intégrée, hein, puisqu'il est de la deuxième génération. Il est devenu un homme politique très important. Il avait déjà combattu Napoléon III en tant qu'avocat, en défendant un journaliste de l'Écluse qui voulait faire un monument à la mémoire de Baudin. Baudin, c'est cet homme qui, en 1851, lorsqu'on protestait contre la déclaration de l'Empire, c'était la fin de la Deuxième République, avait dit, en montant sur une barricade, on lui reprochait d'être là alors qu'il était député, qu'il vivait bien, et qu'il avait ses 25 francs par jour, ce qui pour les ouvriers était considérable. Il leur dit, monte sur la barricade et dit, je vais vous montrer comment on meurt pour 25 francs. Et il a été
criblé de balles par, bien sûr, la troupe qui était devant la barricade. Et pour faire ce monument, vexait Napoléon III parce que c'était un héros de la lutte contre son coup d'État de 1851. Et lui a tenu tête au juge, c'est un homme d'un grand courage, il est devenu homme politique par la suite, d'avocat il est devenu ministre, premier ministre même, enfin ministre, pas premier ministre, président du conseil du gouvernement. Il est mort un peu jeune, mais il avait frappé les esprits par son éloquence, par son courage. Pendant la guerre de 70, il est parti, la fameuse image en ballon, pour organiser la défense française, parce que l'armée française n'était pas du tout encore vaincue, hein, même si elle était commandée par des gens qui n'étaient pas vraiment aussi patriotes qu'ils auraient dû l'être. Enfin bref, Gambetta est mort en 1882 et il avait été juste auparavant au chef du gouvernement. D'ailleurs, j'ai retrouvé, alors je ne suis pas historien, je tiens à dire, je suis prof d'histoire, j'étais prof d'histoire, donc les profs d'histoire ne sont pas historiens, les profs de philo ne sont pas philosophes, hein, mais néanmoins je fouine, je cherche pas mal de trucs, et j'ai retrouvé dans le magazine L'Illustrazione Italiana, en 1881, 2 pages consacrées à Gambetta, ce qui prouve que les Italiens avaient gardé la mémoire de cet homme-là et lui rendaient hommage. Alors, c'est de la gravure, hein, c'est des gravures qui ne sont pas toujours lisibles. Alors, vous avez la page de gauche ici, la page de gauche, oui, la page de gauche vous montre ici le magasin, le bazar génois, puisqu'il était génois d'origine, la famille, et vous avez en haut une image ici qui représente Gambetta pendant une campagne électorale dans l'Est parisien dont il était député. Et je vous ai agrandi la photo, ici, l'illustration, et j'ai mis l'intitulé L'illustration italienne. Et il y a un grand article, qui alors c'est pas possible c'est presque illisible tellement le grain est très mauvais, mais qui raconte l'histoire de Gambetta. Et on montre au lecteur italien que c'est un digne descendant d'Italiens. Bon, l'immigration de masse maintenant en 4 périodes, nous sommes là au moment où l'Italie devient indépendante. C'est une guerre d'indépendance qui va permettre à l'Italie de s'unifier en 1861. Cette guerre d'indépendance, elle va être menée par les Piémontais, d'où après le fait que le roi du Piémont deviendra le roi d'Italie. Les Piémontais alliés avec les Français, qui vont envoyer des troupes pour combattre les Autrichiens qui dominent cette Italie du Nord, en particulier la Lombardie. Alors, il y a 2 batailles, Magenta et Solferino, qui sont des vraies boucheries, il faut quand même le dire. Les Français ont payé un lourd tribut au cours de ces batailles, des dizaines de milliers de morts, mais l'Autriche abdique. Elle perd la guerre et petit à petit, toute l'Italie va devenir indépendante. Toutes ces provinces vont se réunir. Alors la France ne sort pas quand même, ne s'est pas battue pour le roi de Prusse, hein, si j'ose dire. Elle s'est battue et elle sera récompensée, puisque le roi du Piémont va donner la Savoie à la France. C'est un gros sacrifice, parce que la Savoie est francophone, certes, mais la Savoie, Chambéry, a été pendant longtemps la capitale du Piémont. Ça veut dire que c'est une région à laquelle les Piémontais tiennent. Elle leur est attachée, si vous voulez. Hein. Ils ont donné ça. Ils ont même donné aussi le comté de Nice. Nice, c'était quand même la ville natale de Garibaldi. C'était une ville italienne, et qui est restée italienne, il faut même le dire. Hein. Moi j'ai des copains niçois, ils ont tous des noms italiens. Hein. Enfin, ils sont français, hein, ils ne sont pas considérés comme descendants d'Italiens. Et voilà, donc la France, d'ailleurs, avait eu la Lombardie. La Lombardie a été donnée à la France, qui l'a donnée au Piémont. Enfin, à l'Italie, si vous voulez. Hein, voilà. Donc on a fait un échange de territoire. Donc la France est ressortie de cette guerre d'indépendance, meurtrie, parce qu'on a donné le prix du sang pour les Italiens, mais elle est quand même sortie avec quelque chose qui était intéressant sur le plan territorial. Bon, c'est vrai que les Savoyards ont toujours été francophones, hein, mais vous savez, les langues ne comptaient pas beaucoup à l'époque. Hein. Enfin, depuis le Moyen-Âge, on s'en fiche pas mal que les gens ne parlent pas votre langue. Hein. Ça n'intéresse personne, cette histoire. Hein. Ce n'est que les Français, lorsqu'ils sont devenus un pays centralisé, qui ont commencé à imposer leur langue à tout le monde. Hein. Vous savez, souvent j'ai des discussions, je connais bien le Canada, hein, puisque c'est un peu mon 2e pays,
troisième peut-être, au Canada, je discutais avec les Québécois, je dis, mais écoutez, vous les Québécois, vous êtes toujours en train de râler parce que votre langue, vous avez été un petit peu mis de côté. Maintenant, on a reconnu votre identité, mais si vous aviez été colonisé par les Français et que si vous avez été anglais, les Français, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient changé tous les noms des villes. Allez au Canada anglais, tous les noms français restent, hein. Tous. Les Anglais n'ont pas changé les noms. Vous auriez été obligé de pratiquer la religion du roi, alors que les Anglais ont dit aux Québécois, ok, vous êtes catholique, faites-le, on s'en fiche. Faites votre université, parlez votre langue entre vous. Bon, évidemment, les Canadiens français auraient aimé qu'elle soit partagée par les autres. Mais les Français ont cette fâcheuse habitude de changer les noms, tous les noms. Allez, vas-y, allez chez nous, il faut qu'ils mettent l'équivalent français. Les autres pays, aux États-Unis même, pas parler trop bien des États-Unis par les temps qui courent, parce que franchement, aux États-Unis, Sault Sainte-Marie s'appelle Sault Sainte-Marie, je veux dire, hein, ils n'ont pas mis, ils n'ont pas changé le nom, vous avez des noms, Bâton Rouge, c'est Bâton Rouge, mais s'ils disent, Bâton Rouge, et ça va parler. Bon, alors, je vais faire une digression inutile. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Alors voilà, c'est ça. Alors voici la Nouvelle-Italie, alors ça s'est fait en plusieurs étapes. Les États du pape, partis, hein, en même temps on lui a pris, il lui restait plus que le petit machin là, le Vatican. Et puis petit à petit, toute l'Italie s'est constituée. Vous voyez que Nice et la Savoie, hop, c'est devenu la France. La Vénétie, la Lombardie, tous ces gens-là. Au début, la capitale était Florence, mais les Italiens pensaient que marquer Florence, elle faisait trop au nord. Il a fallu trouver une ville comme Rome, ce qui embêtait le pape. Rome ne peut être que la capitale de la chrétienté, pas la capitale de l'Italie. Eh bien, Rome est devenue capitale. Allez, n'en parlons plus. L'Italie était faite. Ce qui a fait dire à un partisan de l'Italie unifiée, son nom m'échappe maintenant, qui s'appelait je ne sais plus. Qu'importe, il a dit, nous avons fait l'Italie, maintenant il faut faire les Italiens. Eh oui, les Italiens n'existent pas. Et il faut les réunir, il faut leur donner un sentiment national. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les immigrés. Alors, le nouveau royaume d'Italie est un État surpeuplé, 26 000 habitants. C'est surpeuplé parce qu'il n'y a pas de ressources, c'est un pays pauvre. Par rapport à la faiblesse de son économie, durant le siècle qui suit l'indépendance, 25 millions d'Italiens vont émigrer. Bon, ils ne vont pas tous partir en même temps. Hein. Donc c'est énorme, il y a 25 millions d'Italiens qui ont quitté le pays pendant le siècle qui va suivre l'indépendance. Et le premier choix, c'est la France. Indéniablement. Hein. Bon, alors ici, vous avez en 1861, d'où viennent les étrangers en France, ça c'est l'Atlas de l'immigration, je vais aller très vite. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est les Belges qui sont les plus nombreux à immigrer en France, ils n'ont pas beaucoup à faire, ils traversent comme ça, mais ils étaient attirés par le travail. Les Belges du Nord, c'est-à-dire les Flamands, étaient dans des régions pauvres. Aujourd'hui, c'est des riches, hein, là-bas en Belgique. L'histoire a changé. Mais ils ont continué d'ailleurs, parce que vous voyez qu'en 1891, les Belges sont encore là, les plus gros immigrés. Alors vous avez des Suisses, mais des Suisses qui immigrent en France en 1861. Je ne sais pas si les Suisses immigreraient encore en France aujourd'hui. Les Espagnols un petit peu, les Italiens pas trop, hein, quand on entend des chiffres assez faibles, vous voyez. En 1891, vous voyez, les Belges sont toujours aussi nombreux, mais les Italiens commencent à être là vraiment très nombreux. Après l'indépendance, vous voyez, les Italiens, il y a des gros bataillons d'Italiens qui viennent en France. Et là, on peut les comptabiliser à peu près. Avant que l'Italie n'existe, qui était italien, c'était des Piémontais qui venaient. On parlait des Piémontais souvent. Hein, c'était toutes sortes de gens différents, mais pas. C'était des Vénitiens, des Piémontais, des Friulins, mais maintenant ce sont des Italiens. Alors, au cours de la seconde moitié du 19e, les Italiens viennent s'installer en France, sont majoritairement originaires des provinces du nord de l'Italie. Oui. On les désigne souvent sous le nom de Piémontais, même s'ils viennent de Toscane, de Lombardie ou des Vénétie. Tous les Italiens qui arrivent, ce sont des Italiens du Nord, on dit les Piémontais. C'est un terme générique qui ne recouvre pas la réalité, mais enfin c'est comme ça. L'arrivée des immigrants italiens dans le port de Marseille, ici, ce sont des dessins, il y a la gare Saint-Lazare à Paris. Ils arrivent quand même en masse. Hein. C'est plus des gens qui traversent la frontière comme ça, avec leur ballot pour venir travailler, qui repartent chez eux à la
fin de la saison, ce sont des immigrations familiales déjà, hein. C'est plus, ça change de nature. Hein. Alors ici, au cours de la deuxième période 1880-1914, c'est un afflux massif. Alors cet afflux massif ne va pas être sans poser des problèmes, vous allez le voir. Hein. Alors, je vous ai mis quelques petites illustrations, les petits sirop napolitains à Marseille. Marseille, c'est un grand foyer d'immigration italienne. Et curieusement à Marseille, c'est des gens d'Italie du Sud qui arrivent. Les Napolitains, ils arrivent par la mer. Hein. Vous avez ici la fête des maçons à Sète. Alors Sète, c'est une métropole italienne aussi. Hein. Il y a des gens qui venaient de la région napolitaine, des pêcheurs qui sont venus s'installer à Sète, un peu plus tard que nous. Et puis ici, vous avez un commerçant en Lorraine. Alors en Lorraine, il y a à Jeuf, on est dans la région de Nancy, vous avez des villages entiers qui s'italianisent, c'est-à-dire parce qu'il y a une demande de travail. Les Italiens vont là où il y a du travail. Et on les fait venir là où il y a du travail. On va les chercher. Bon, là je vous ai montré en 1909, on commence à contrôler les immigrants. Il y a un registre sur lequel on les inscrit. Vous avez quand même eu des immigrations, toujours dans le sud de la France, qui sont extrêmement très importantes. Là où vous avez les faucheurs italiens dans les départements des Hautes-Alpes, c'est des gens qui viennent faire les travaux d'été, qui repartent. Vous avez les nourrices italiennes à Marseille. Marseille, on va parler beaucoup de Marseille. Je devrais faire cette conférence à Marseille. Je crois que j'aurai des places gratuites à l'OM. Hein. Et puis les trieuses de roses à Grasse en Provence. Et les femmes travaillent aussi. Hein. Parce que ce sont des gens qui viennent de pays pauvres, ils sont dans la misère. Et quand ils arrivent en France, ils découvrent quelque chose qui leur paraît inespéré. Ils ont du travail, ils travaillent, ils gagnent de l'argent et ils vivent enfin une vie décente. Hein. Alors, les tensions vont arriver. Alors, vous savez, le racisme, il y a eu du racisme contre les Italiens dans cette période, il y en a eu aussi après. Le racisme, il s'exprime toujours à propos d'événements particuliers. Prenez aujourd'hui, par exemple, des gens qui se plaignent de l'immigration des Africains, Nord-Africains, Afrique noire. Quand il y a un attentat, par exemple, fait par un Nord-Africain, tout de suite, le racisme qui sommeillait parfois chez les gens, il s'exprime à la barbe de ces gens, etc. Alors qu'en temps normal, ce n'est pas une idée fixe qu'ils peuvent avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a des circonstances dans lesquelles un racisme latent s'exprime. Il s'exprime, par exemple, lorsqu'il y a des crises. La première crise qui a divisé la France et l'Italie, c'est la crise de la Tunisie. Je vous le fais court, hein, d'accord? La France avait l'Algérie. La France a pris l'Algérie de force, qui était une possession de la Turquie, d'accord? 1830, Bugeaud a fait des massacres en règle pour prendre l'Algérie. Ça a été horrible. D'ailleurs, il est question maintenant de débaptiser certains endroits qui commémorent ces gens de la colonisation algérienne. Les pieds noirs qui sont venus chez nous par la suite n'y étaient pour rien, mais quand même, il ne faut pas exagérer quand on dit que la colonisation a été géniale. Ça a été un massacre général, surtout au début. Puis ça poursuit après. En Afrique, pareil, hein, en Afrique noire. Là, vous avez la Tunisie qui est un pays, en 1880, qui appartient encore de fait à la Turquie, mais la Turquie c'est loin, la Turquie est faible, elle ne contrôle plus cette espèce de colonie lointaine, d'autant que cette colonie s'autogère quasiment. C'est-à-dire que le bey, il n'a plus de compte à rendre à personne, quasiment plus. C'est un pays qui est sur le point de déclarer son indépendance. Les Français se disent, si envahir un pays qui appartient à quelqu'un d'autre, comme l'Algérie, passe, on est dans notre droit. C'est bonne guerre, on en dit. Mais attaquer un pays indépendant, ça c'est autre chose. Donc les Français disent, il faut absolument qu'on occupe la Tunisie. On est bien placé, parce que nous, on a la colonie algérienne qui est juste à côté. On envoie des troupes en Tunisie en 1881. On met le bey dans une pièce, dans son palais, on lui dit maintenant vous signez votre allégeance à la France. Voilà. Et ici, parce qu'il ne peut pas faire autrement, hein, ici, de toute façon, il y a des troupes partout, ils signent, mais les Italiens sont très mécontents parce que regardez le tableau qui est là. Les Italiens installés en Tunisie. En 1880, il y a 11 000 Italiens qui vivent en Tunisie. C'est tout naturel. La Tunisie a toujours été une
région où les échanges avec l'Italie ont été nombreux depuis l'Antiquité. Nombre de Français, 700, négligeable. On dirait, il y avait... Alors, la population de la Tunisie à l'époque, elle n'apparaît nulle part, j'ai cherché comme un baboule. Moi, j'ai trouvé un chiffre, 800 000 habitants, ça paraît beaucoup. À la même époque, en Algérie, il y avait 2 millions d'habitants. Alors, peut-être que... Voilà, qu'importe. C'est quand même négligeable par rapport à la population totale. Mais par rapport aux villes, à la grande ville qu'est Tunis, c'est important. Les Italiens sont installés à Tunis, à Bizerte, enfin dans cette partie qui touche à la partie la plus prospère. Hein. Les Français, bon, ils sont là, c'est pas une colonisation, c'est pas une présence très importante. Les Italiens veulent participer au partage de l'Afrique. Tout le monde veut faire des colonies, hein, y compris les gens de gauche. Hein, c'est pas un truc de droite à l'époque. Il faut faire des colonies avant que les autres les prennent, et puis on a une mission civilisatrice. Hein. Il faut les éduquer, tous ces peuples primitifs. Vous comprenez que je parle au degré. Hein. Ça passe sur YouTube. Ils vont me sortir le morceau là, me dire oh là là, on a entendu ça dans une conférence au Parti communiste. C'est pour ça que je mets sur YouTube. Parce que, mais vous prenez ce morceau là. Après, on va m'offrir des cartes d'adhésion à certains partis. S'il vous plaît. Hein. Donc, je me mets à la place des autres. Hein. C'est bien clair. Hein. Il y a peut-être des gens qui ramènent le truc qui n'ont pas pigé encore. Bon, enfin, ça fait rien. À un moment donné, les cons, il faut les laisser tomber. Alors, voyons, cette affaire de la Tunisie fait que les Italiens pensaient que c'était légitimement à eux. Ils n'avaient pas de colonie, c'était en face de chez eux, ils étaient les plus nombreux. Les Tunisiens avaient tout à... Mais ils connaissaient les Tunisiens, ça fait longtemps qu'on est avec eux, etc. Ils ont pris ça très très mal. Très 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 mal. Ça a été vraiment comme un coup de poignard pour les Italiens. Alors que c'était un pays ami, la France. On lui devait l'indépendance. Pour la France, c'était les frères. Eh bien, ça s'est mal passé parce que l'année suivante, j'anticipe un peu, les Italiens vont s'allier dans la Triplice avec l'Autriche et l'Allemagne. Alors que l'ennemi juré de la France, nous sommes après la guerre de 1970, c'est l'Allemagne. Quoi? Les Italiens s'allient avec le Kaiser. On les a aidés à être indépendants et maintenant ils se mettent avec le Kaiser. Ah, les salauds, hein. Ça c'est ce qui va venir après. En attendant, qu'est-ce qui se passe à Marseille? Alors vous voyez que la France envahit la Tunisie, le pays convoité par l'Italie, etc. Mais ça ne va pas se passer comme les Français le pensent. Bien sûr que le Bey, il a dit OK, mais les populations tunisiennes vont se révolter. Il va y avoir une guerre assez dramatique. Hein. Ça va durer un certain temps, hein, parce que les tribus, les chefs locaux ne le voient pas de cette oreille. Hein. Ils n'ont pas envie d'être colonisés par les Français. D'autant qu'ils subissaient une colonisation relativement molle. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Tout d'un coup, les Français arrivent, et bien sûr, c'est une colonisation qui ne se fait pas, quand on redit notre ami Lénine, la colonisation n'est pas un dîner de gala. Hein. C'est pas comme ça en rigolant. Hein. Mais ce qui va se passer à Marseille, c'est les vêpres marseillaises. Ici, c'est une allusion à ce qui s'est passé, les vêpres siciliennes en Sicile en 1382. Les Français qui mettent leur nez partout, on dit la Sicile c'est pour nous, c'est Louis IX, je ne dis pas Saint-Louis, mais enfin Louis IX, Saint-Louis, avait un frère à Cazet, le duc d'Anjou, et il a dit, mais toi tu vas être roi de Sicile, c'est pour nous, tu vois, là on l'a ligné, on a toujours des lignées, etc. Enfin bref, il est roi de Sicile, et qu'est-ce qu'il fait? Le roi de Sicile, quand il a le duc d'Anjou, il augmente les impôts. Avez-vous déjà vu un chef d'État français ne pas augmenter les impôts dès qu'il arrive au pouvoir? Les Siciliens disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il augmente les impôts. Ils ne comprennent rien, les Siciliens, à cette époque. Hein. Bon, j'exagère un peu parce qu'ils ont été un petit peu poussés par les Catalans, qui avaient des intérêts là-bas, pour se révolter contre les Français. C'est ce qu'ils font à Pâques, en 1882, au moment des vêpres, le soir. Hein, les vêpres, c'est un office religieux du soir. Et les Siciliens se donnent le mot et vont massacrer tous les Français qui se trouvent en Sicile. Pratiquement tous. C'est un massacre général. Ce sont les vêpres siciliennes. Alors, par analogie à ces massacres de Sicile, on a parlé des vêpres marseillaises, parce que le soir,
Marseille est mis à feu et à sang. Alors, nous sommes le 17 juin 1881. Les troupes coloniales qui viennent triomphalement de remporter des batailles contre des gens armés d'armes blanches défilent dans Marseille. Et tout le monde est heureux, on a une nouvelle colonie, gloire à l'armée française. Et ils passent devant la maison des associations italiennes. Et là, scandale, les Italiens non seulement n'ont pas pavoisé comme c'était demandé, parce qu'on devait pavoiser à l'époque avec un drapeau français, mais même, il y en a qui mettent un drapeau italien derrière la ville. C'est jugé comme une provocation, et ils sont pris à partie, et la bagarre éclate. Et la bagarre va faire 3 morts pendant ces 3 jours. 3 morts, chiffre officiel. Ce sera, vous voyez, les troupes de Marseille, même l'indépendant en parle, hein, les troupes de Marseille, les chauffourées. On ne saura jamais vraiment comment il y a eu une mort à Marseille. C'était une sorte de chasse à l'ours, hein, c'est-à-dire on cherchait les Italiens pour leur faire la peau parce qu'ils avaient manifesté leur hostilité à la France. C'était des traîtres, quoi. Et ça sera encore renforcé lorsque les Italiens prendront cette alliance, signeront cette alliance avec les Allemands. Hein. Donc, première tension. Mais Marseille, à l'époque, c'est quand même pas une ville où les Italiens sont minoritaires. Un Marseillais sur 6, est italien, quand même. Ils sont chez eux, quoi. Et ça aussi, ils ne supportent pas. Les patriotes ne supportent pas que ces étrangers se considèrent comme chez eux en ne respectant pas l'armée française qui défie. On est quand même dans une période où le chauvinisme, le nationalisme est exacerbé après la guerre de 1870. Tous les camps sont complètement obnubilés par la patrie, il faut reprendre l'Alsace et la Lorraine, les ennemis, etc. Tout ça va déboucher sur quoi? Sur un autre événement très grave, c'est Aigues-Mortes, en août 1893. En août 1893, à Aigues-Mortes, comme tous les étés, les Piémontais arrivent en bande organisée pour participer au ramassage du sel. C'est un travail harassant. Il fait une chaleur du diable, le sel vous pique les yeux, enfin c'est vraiment... Mais eux, les Piémontais, ils sont en brigade, hein. Ils partent de chez eux, ils constituent des groupes qui bossent comme des fous, parce qu'ils vont gagner en 2 mois autant que toute l'année chez eux. Donc ils veulent en mettre un coup. Bon, on les connaît, les Piémontais, hein. Les patrons des Salines sont contents de les avoir. Sauf que, vous voyez, je vous ai mis une photo. À l'époque, le vagabondage, les chômeurs sont considérables. Il y avait dans les campagnes des gros problèmes en raison de la politique de libre-échange qui était en vogue sur les produits alimentaires. Libre-échange. Bon, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Et il y avait ce qu'on appelait des trimards, des types qui étaient des vagabonds. Et le vagabondage était sévèrement réprimé quand on a été pris plusieurs fois en état de vagabondage, sans domicile, sans travail. On pouvait être condamné à la prison. Voire au bagne. Alors, c'est vous dire si les gens, ils avaient peur. Donc, les autorités de la région disent aux Salines, vous allez prendre de ces trimards, vous en avez un ici qui vient demander un coup à boire, hein, de manière à ce qu'ils aient du travail aussi. On impose aux Italiens qui viennent ici pour gagner du fric, ces gens-là. Parmi ces gens-là, il y a des gens qui sont malades, qui ne sont pas très costauds, mal nourris, il y a des gens qui sont malades, il y a aussi des faibles, il y a aussi des paresseux, hein. Ils ne peuvent pas travailler, tranquille. Et petit à petit, dans les groupes, ça se dégrade et la bagarre éclate. Alors certains disent, oh, les Italiens ont sorti des couteaux pour s'en prendre un trimard. Et là, les gens de la ville d'Aigues-Mortes arrivent sur les chantiers, alertés par le fait que des Italiens s'en prennent à des braves Français qui voulaient travailler. Tout devient un petit peu confus et finalement, ça sera une bagarre générale. Vous avez une illustration ici dans la presse française de cette bataille. Il y a un coup de pelle, enfin, le nombre de morts, on l'estime à peu près une vingtaine. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Et des blessés, des dizaines et des dizaines. Voilà, je vais grossir un petit peu le trimard. Vous voyez, Frédéric Séclin, quand Italien français de Coison du travail. Alors, vous avez ici, cet événement a eu un retentissement considérable en Italie. Vous avez ici l'illustration, la tribune, un supplément du dimanche. Vous voyez un peu comment les Italiens ont représenté cette affaire
d'Aigues-Mortes, pardon, massacre des Italiens, grand retentissement, l'indépendant toujours, je vous donne ça parce que pour vous dire que quand un événement national est dans l'indépendance, ça veut dire que ça fait de l'effet hein, dans l'opinion française. Ben, l'opinion française, bien sûr, elle était du côté des Français, logiquement, mais on voit bien que là, il y a eu, de la part des autorités, des imprudences et aussi une exagération. Il y a même des manifestations anti... Alors, vous avez encore des illustrations de la bataille. Oui, que là-haut, l'armée française vient séparer les belligérants. Hein. Elle est représentée. Vous savez, le monde illustré et l'illustration sont quand même des journaux qui ne sont pas neutres. Hein. On ne montre pas la furie française contre les Italiens. On va vous montrer l'armée française, la glorieuse armée française, qui vient séparer les gens. C'est beaucoup plus apaisé. Et en Italie, il y a même des manifestations, c'est l'illustration qui nous montre ça, il y a même des manifestations à Rome devant l'ambassade de France. Moi, ce qui me frappe, c'est que la tribune ici fait cette illustration quelques jours après, dans la foulée des événements, parce que c'est du boulot de faire un truc pareil. Donc ça veut dire qu'ils ont voulu marquer le coup en étant collant vraiment à l'actualité, alors que ces magazines ne collaient pas en général à l'actualité. Ils avaient toujours un recul énorme hein, par rapport aux illustrations, parce qu'il fallait les fabriquer d'une manière artisanale. Bon, alors, les gens prennent conscience que ça ne peut pas durer, parce qu'il y aura d'autres événements qui vont se produire. Par exemple, à Lyon, il y aura des émeutes anti-italiennes à la suite de l'assassinat de Sadi Carnot par un anarchiste italien à Caserio. Dans le midi de la France, il y a souvent des rixes qui se passent dans les exploitations agricoles. Le racisme aussi, là, il s'exprime plus ouvertement sur les terres. Les propriétaires des champs dans le Vaucluse, dans le patois local, appellent les Italiens les bali, c'est-à-dire les crapauds. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y a toujours quand même quelque chose qui s'exprime et qui se lâche à la bonne occasion. Alors, l'intégration des Italiens dans le mouvement ouvrier, c'est important parce que vous avez ici un personnage qui s'appelle Luigi Campolonghi, qui était un homme qui était un francophone parfait, qui a même été journaliste et il travaillait pour le Petit Provençal. Et il s'est dit, c'est pas possible, il faut absolument faire en sorte que les Italiens soient acceptés par les Français. Donc il faut faire que tout le monde fasse des efforts de chaque côté. Il a créé un journal qui s'appelle L'Emigrato. C'est un journal qui est fait, vous voyez, qui est imprimé à Marseille. Hein, c'est un journal qui est fait en France à destination des immigrés. Il y a même ici un article en français où on se plaint de la distribution du courrier du journal. Donc ce journal veut dire aux Italiens de France, et particulièrement du Sud, voilà ce que vous devez faire, faites-vous accepter. Il y a tout un article ici que j'ai lu où on dit vous devez vous montrer des bons travailleurs par rapport aux capitalistes qui vous emploient. Mais vous aussi, vous devez vous montrer des bons camarades, des bons amis à ceux avec qui vous travaillez. On reprochait aux Italiens toujours la même chose, de trop travailler, d'être faillot, de briser les grèves, etc., d'accepter des salaires de misère alors que les Français ne l'acceptaient pas, d'être violent, d'avoir un couteau dans la poche, ça me rappelle, un couteau dans la poche. Ils avaient des couteaux dans la poche comme tous les paysans, des couteaux dans la poche. Hein, c'est-à-dire, ils avaient des couteaux dans la poche, d'être violent, d'être irascible, etc. Et puis, il leur donne, il a même écrit les commandements j'en ai noté un, les commandements, qu'on les 10 commandements. Les 10 commandements du bon immigré, ne pas avoir d'autre Dieu que le travail, aussitôt avoir quitté ta patrie, cherche à t'employer sans avec dans tes bras, inscris-toi rapidement à la chambre du travail, dans les syndicats de ta profession, on leur demande de s'intégrer, hein, comme ça, etc. On leur demande d'avoir une attitude exemplaire. Mais les autorités italiennes sont conscientes qu'il faut absolument que les Italiens soient mieux acceptés en France et qu'ils fassent un effort eux-mêmes en attendant que les autres le fassent en leur retour. D'ailleurs, il y a comme ça, vous avez ici Amnesty. En février 1899, l'Aurore, comme d'autres quotidiens français, s'associe à la campagne demandant l'amnistie pour les militants emprisonnés en Italie à la suite des émeutes de la faim à Milan l'année précédente. Il y a eu 600 morts à Milan. Les émeutes de la faim, la misère totale, ce qui fait que des centaines de personnes ont été arrêtées
Et elles sont en prison, il y a des pétitions qui circulent partout en Italie pour demander leur libération. Et là, pour la première fois, la presse française s'associe à cela. Et qu'est-ce que fait l'Emigrato? Il y a un grand article qui paraît dans le numéro 3, c'est celui-là, des pages intérieures, qui remercie les journalistes français d'avoir signé cette pétition de s'engager pour la libération des gens emprisonnés. Vous voyez, il y a un dialogue qui s'instaure entre la France et l'Italie, et finalement, vous allez voir que la grève des dockers à Marseille en 1901 va être l'illustration justement de cette intégration dans le monde du travail. Je vous la fais court parce que vous m'avez dit qu'il y avait des gens qui devaient partir. À Marseille en 1901, mais en 1900, 1990. En 1991, il y a eu une grève à Marseille, des dockers, qui demandaient à ce que les Italiens ne soient pas embauchés, parce qu'ils cassaient les salaires. Grève contre les Italiens. La grève s'est arrêtée, on n'en a plus parlé jusqu'à l'année suivante, on a fait encore une grève, il y a eu des grèves tout le temps. Mais en 1901, alors là, l'illustration nous montre ici, en une, la grève de Marseille, un nervi italien surveillant l'entrée des docks. Tiens, un nervi, c'est bien sûr péjoratif, mais tout d'un coup, les Italiens sont ceux qui organisent, qui participent à l'organisation de la grève, puisqu'ils font piquet de grève. C'est-à-dire que le syndicat international qui s'était créé à la suite des désaccords des grèves précédentes, et dans lequel se trouvent les Italiens, organise cette grande grève de 1901, et les Italiens sont totalement dans la lutte, dans le combat. Je vous dis tout de suite, ils n'auront pas gain de cause, malgré l'intervention du maire de Marseille, ici, qui était de gauche et qui demandait à ce qu'on écoute les grévistes. Le préfet là-haut, lui, il veut rétablir l'ordre. Même si le gouvernement d'époque était plutôt à gauche, Valdez Rousseau était quand même à gauche, mais le gouvernement a dit non, on s'en tient au tableau des revendications qui étaient en cours. Et pas plus que ça, parce qu'on demandait en même temps à la semaine. Et tout Marseille était bloqué, il y a une solidarité de toutes les professions, ça a été une grève colossale. Et qu'est-ce que retient l'illustration au journal bourgeois? Retient les militaires, le désordre, les magasins fermés ici et les militaires qui sont là pour faire régner l'ordre. Et puis là, vous avez une illustration qui s'appelle « Pauvres soldats » qui sont obligés de rester là en plein soleil, sans être obligés de mener. C'est-à-dire, on ne parle jamais des grévistes, on ne parle jamais de ce qu'ils demandent. En fait, c'est du désordre, et grâce au préfet, l'ordre est maintenu, et l'ordre sera restauré. Je voulais vous montrer. C'est pas mal quand même, hein, parce que quand on voit, on ne parle jamais des grévistes. On ne va pas voir, qu'est-ce que vous voulez, pourquoi comme ça, pourquoi non, c'est que les grévistes sont simplement des délinquants. Bon, finalement, petit à petit, grâce à la CGT qui est naissante, d'ailleurs, dans la grève de 1903, le secrétaire général de la CGT, en personne, cette CGT qui est née en 1895, hein, qui est toute jeune, j'ai noté le nom de son secrétaire général, parce que je n'arrive jamais à le retenir, Griffeyès, il s'appelait, Griffeyès, avec plein de vaches. Il est venu assister à une réunion et il a félicité les syndicats de leur action. Alors, est-ce que les syndicats ont adhéré à la CGT ou après je n'ai pas réussi à trouver, parce que, en tout cas, je sais qu'à la veille de la 14, la CGT de Marseille contrôlait les docks. Hein, ça, c'est la communication. Alors, 1915, on oublie tout, l'Italie, bien qu'elle vienne d'Allemagne, les Autriches, tout ça, entre en guerre aux côtés de la France. L'Italie devait entrer en guerre avec l'Autriche et l'Allemagne contre la France, mais elle ne l'a pas fait parce que, en fait, c'est la France qui a déclaré la guerre, c'est pas l'Allemagne qui a déclaré la guerre. C'est l'Allemagne qui a déclaré la guerre en 2014 avec l'Autriche-Hongrie aux Russes, et donc l'Italie n'était pas tenue d'entrer en guerre, elle s'est fait tirer les cheveux, elle n'a pas voulu obéir à cette injonction, et Mussolini d'ailleurs, qui fait son apparition à ce moment-là, homme de gauche, directeur du journal socialiste de l'Unità, dit « Moi, je voudrais qu'on intervienne, mais du côté des Anglais. Les Anglais promettent monts et merveilles aux Italiens, aucune de ces promesses ne sera tenue lorsque la victoire sera gagnée. » Ce qui fait que Mussolini pourra s'appuyer sur ce lumpenprolétariat, cette misère, cette Italie ruinée après la guerre, pour se faire construire son parti fasciste. Bon.
On oublie tout contre l'Autriche-Russie. Alors, voici que l'Italien entre en guerre à son tour, et bien qu'il arrive à secouer le joug, nous verrons le 31 et bientôt redevenir italien, brave italien. L'Italie est redevenue l'ami toujours, elle le restera. Alors, troisième période, 1920-1940, à l'ombre du fascisme. Là, vous avez ici une lutte qui se crée de la part de Mussolini et des fascistes pour essayer de s'accaparer la sympathie des Italiens en France, qui, aux yeux des fascistes, sont contaminés forcément par les partis ouvriers de gauche, par une France qui a toujours voté à gauche, hein, même si ce n'est qu'en 1936 que vraiment été à gauche, et pratiquement à chaque élection, on est à gauche. Mais après, les partis de gauche s'allient avec des partis de droite, du centre-droit, et finalement, la gauche ne gouverne pas vraiment. Qu'importe. Cette mauvaise réputation de la France fait que le régime fasciste crée un journal, la Nuova Italia, et qui est destiné aux Italiens de France et qui fait la promotion des idées fascistes. Mais on parle, par exemple, vous allez voir tout à l'heure, je vais y revenir. Il y a des campagnes d'affichage en Italie, tu sei l'italiano, devi restare italiano. Tu es italien, tu dois rester italien, même si tu es à l'étranger. Parce qu'il y a un fléau qui frappe les Italiens, c'est la nationalisation. Ils demandent la nationalité française qu'ils obtiennent relativement facilement. Donc c'est autant de bons citoyens. Alors, je reste un exemplaire du 6 février 1926 du journal fasciste, la Nuova Italia, citadin d'immigration. J'ai fait un grossissement ici, le Duce et lo scultore. Le Duce qui visite une exposition de sculpture. Duce, c'est pas un sauvage, d'accord, c'est un artiste. Mais on montre toujours une face positive du dictateur. Et on parle de quoi? On parle de Drieux-La Rochelle. Drieux-La Rochelle, un homme d'extrême droite, qui devra pour l'amour. Drieux-La Rochelle, il est ami avec un savant, quand même, français, c'est un grand écrivain français, à l'époque, c'est comme ça qu'on le perçoit. Il est ami des Italiens. Donc on montre toujours une image positive à la fois de l'Italie, mais aussi des fascistes français, de cette extrême droite française. À gauche, vous avez un journal qui est tout à fait à l'opposé, c'est Giustizia e Libertà, qui est un journal dirigé par le socialiste Carlo Rossellini, qui sera assassiné en 1937. Je raconte d'ailleurs cette histoire dans le bouquin Le crime du métro. C'est pas le crime en question, mais c'est incident dans l'histoire. Et là, Giustizia e Libertà avait un grand impact sur les immigrés italiens, surtout en région parisienne. Mussolini l'a fait assassiner. Enfin, il a été assassiné par la cagoule, au service de Mussolini. Bon, Mussolini n'est pas Hitler, il n'a pas fait massacrer comme Hitler des centaines de milliers de personnes, mais il ciblait les opposants. Matteotti au début de son règne, Rosselli en 1937, il fait abattre des gens vraiment qui le gênent et qui sont précisément des opposants très importants pour lui. Bon, de temps en temps, quand même, il y a des petits massacres, parce qu'un dictateur sans massacre, c'est pas très sérieux. Bon, eh bien, au cours de cette période de l'entre-deux-guerres, c'est le temps d'héritage aussi. C'est pas seulement l'Italie fasciste. On estime le nombre de gens qui viennent en France pour fuir le fascisme à peu près à 300 000. C'est le chiffre que donne Milza, un historien bien connu. Alors ici, c'est le temps d'héritage. Alors je vous ai vu 3 exemples. François Cavana, on connaît, il a écrit l'héritage. Le mot héritage, c'est une injure au début, mais ça devient plutôt sympa, d'accord. Moi, je sais pas, on disait de moi, les copains me disaient, ah tiens, il y a l'héritage qui arrive. C'est pas du tout macaroni, non, c'est devenu un mot sympathique. D'ailleurs, il est devenu sympathique aussi grâce à Cavana qui a écrit l'héritage et qui a donné une image héritage. Vous l'avez lu ce livre, je vous conseille, il est vraiment super génial. Vous avez le père de Cavana là, parce que Cavana, son père, a joué une bureau, grand de gueule, maçon, enfin c'était vraiment l'archétype même de l'italien, bon vivant, alors que sa femme n'était pas très marrante. Vous avez l'accordéoniste, les Italiens ont introduit en France l'accordéon et ils ont été les grands animateurs des bals populaires. L'accordéon remplit l'espace sonore mieux que ne le faisaient avant les espèces de billous dont on se servait dans les bals.
Et un seul accordéoniste vous fait danser tout le monde. Et la France des années 30, c'est une France dans laquelle on danse beaucoup, y compris chez les ouvriers. Beaucoup des bistrots font venir, pas tous les bistrots, mais beaucoup de bistrots parisiens, par exemple. Il y a un type qui vient jouer de l'accordéon à l'heure du dîner. On danse un petit coup, on rentre à la maison, on se couche pour se lever de bonne heure le lendemain matin. Lazare Ponticelli, lui, il était très connu, il est mort à 110 ans. C'était le dernier poilu qui est mort. En fait, non seulement il était d'origine italienne, mais en plus il a créé une entreprise. Vous voyez, il pose ici, il est à droite, là, juste après la guerre, et il a créé une entreprise métallurgique très, très prospère. Vous avez le maçon, vous avez le chef d'entreprise, vous avez le musicien Tony Murena, il y a eu d'autres accordéonistes, Corcia, etc. Au travail agricole, vous avez des photos, alors on retiendra le travail agricole dans le sud-ouest, là, du côté de Toulouse, là, dans le Gers, vous avez beaucoup d'Italiens qui sont venus travailler dans les terres. Vous en avez beaucoup en Normandie, ils sont venus maçons, souvent, ils avaient inventé un système facile pour réparer les maisons qui tombaient en ruine, les hangars et tout ça. Ils faisaient des parpaings sur place. Au lieu de travailler dans les petits chemins creux, des chargements de pierre qui risquaient de tomber à tout moment, ben, ils fabriquaient avec... c'est génial, quoi. Ils vous refaisaient un hangar en 2 coups de cuillère à peau. Et là, vous avez, par contre, quelque chose qui est moche, c'est les ouvriers italiens d'une verrerie de Rive de Gier. Souvent, ces enfants, dans les verreries, étaient vendus. Enfin, étaient loués à des patrons, ils gagnaient un salaire de misère, et l'argent retournait chez les parents avec des systèmes de correspondants. Même dans les plus belles choses, il y a toujours des choses moches. Bon, le tailleur de pierre, les Italiens étaient réputés pour être des bons tailleurs de pierre, tout ce qui était. Bon, le nombre d'Italiens en France, je vous ai fait ce petite statistique. Je ne vais pas trop donner de chiffres, parce que si on commence à donner des chiffres, on n'en finit plus. En tout cas, vous voyez que le chiffre est toujours très élevé. En 1936, il y a 720 000 Italiens en France. Il faut quand même dire qu'il y a des gens qui disparaissent des statistiques parce qu'ils se sont fait naturaliser. Vous avez fait une carte d'identité. Bernabé, qui est originaire il est tailleur de pierre, il est né en 1895, il est originaire de Montecchio Maggiore. Je n'ai pas très bien pu lire de quel était ce pays, en Italie française, et il est domicilié à Roquebrune Saint-Martin. Voilà un exemple d'Italien qui a pris la nationalité française. Donc vous voyez que ce nombre d'Italiens avant la guerre a été constant, et il y a une reprise après la guerre de l'immigration, dont je suis ami d'une très belle illustration, c'est-à-dire que, enfin, ne me forcez pas, j'aurais pensé que tout le monde aurait retrouvé, puisque vous avez ici des Italiens qui viennent du même pays que mon père, les Abruzes, qui ont traversé la frontière en 1946, d'ailleurs ils pourraient être là, peut-être qu'il est sur la photo. Les cartes à côté vous montrent les régions d'origine des Italiens qui viennent, qui occupent la France à cette époque, en 1946, en 1968. Vous voyez qu'on a beaucoup d'Italiens dans le sud de la France, beaucoup dans l'est de la France et dans le nord, et puis dans la région que j'indiquais tout à l'heure, l'ouest de l'Occitanie. Alors ces Italiens, j'ai dit la Dolce Vita, c'est ainsi que d'ailleurs le ministère de l'Immigration avait créé cette expression. Ah oui, la Dolce Vita, c'est le chiffre qui définit bien la gaieté italienne à l'époque, et puis c'est un beau pays, quoi. Alors, il y a partout des petites Italies en France. Vous avez dans la France, à Sète, vous avez dans le nord, à Douai, et toujours l'accordéon. Les Italiens aiment bien chanter avec l'accordéon. Vous avez Marseille et Grenoble est commerçant à Grenoble. À Marseille, tiens, je dis, Yves Montand, il est marseillais. Et Marseille est restée une ville très italienne, très très italienne. Alors, l'intégration idéale. Alors, je voudrais, vous m'avez dit qu'on arrêtait à moins. J'en ai une bonne seconde. Alors, dans le livre, je raconte l'histoire de mon père. Pourquoi? Partiellement, le livre n'est pas l'histoire de mon père. Mon père n'est pas aventurier, n'a pas vécu la résistance italienne comme le personnage de mon livre, etc. La résistance italienne, c'était chaud. La libération en Italie, c'était autre chose qu'en France. Ça a été des massacres, ça s'est poursuivi en France. Puisque je raconte un événement qui s'est vraiment passé là, à côté de l'endroit où je signale. Parce qu'il y a eu des règlements de compte qui ont suivi
comment dire, la libération d'Italie. Alors ici, vous avez Popoli d'Igua. Popoli, c'est le village de mon père. Vous voyez, c'est ici dans les Abruzzes, dans la montagne. Il va aller à Digua, qui est une usine qui fait dans une usine. Pourquoi? Dans le village, sur la place du village, un type arrive, il dit voilà, moi je connais bien un endroit où vous allez pouvoir trouver du travail. Le village de Popoli est bombardé, il est ruiné, mais comment dire, les parents de mon père, qui avaient une situation très, très confortable puisqu'ils avaient un travail, ben, leur maison n'a pas été touchée par les bombardements, mais il n'y a plus d'usine, il n'y a plus de travail. Les champs ne nourrissent pas le Rhum, hein, c'est une région assez sèche qui fait penser un petit peu à la région de Prades, hein, ça ressemble à ça. Et ce type arrive là, il s'annonce, il paye un coup à tout le monde sur la place du village, il dit voilà, si vous me suivez, moi je vous fais rentrer en France sans problème, et puis vous aurez du travail, vous arriverez. Et bien il fait le parcours. Et un jour que je passais en voiture avec mes parents, le col de Mont-Genève, je dis tiens, on va passer par le col, on va passer par le tunnel, machin. Mon père me dit ah mais c'est là que je suis passé à pied. Et ça, il me raconte l'histoire à ce moment-là. Il ne me l'avait jamais dit quoi. Je ne savais pas qu'il était passé à pied. En fait, il a pris le train jusqu'à Milan, pas avec cet homme-là, ils étaient une trentaine. À Milan, ils ont passé une visite médicale, mais il n'a pas pu le faire lui. Du coup, ils sont passés en fraude avec un autre groupe. C'est ce que je raconte dans le bouquin. Et puis ils arrivent à Briançon, et il me dit à Briançon, à Briançon, quand on est arrivé pour attendre le train pour aller à Lyon, les gendarmes qui passaient, ils ont tourné la tête pour ne pas nous voir, ils sont partis de l'autre côté, parce qu'il ne fallait pas empêcher l'immigration de se faire. Ça paraît invraisemblable. Et puis finalement, je vous passe les détails, ils sont arrivés à Digoin, ils avaient des dortoirs, ils ont été accueillis, ils ont travaillé dans cette faïencerie de Digoin, Sarreguemines, et donc ils ont découvert. Je connais un copain à mon père, il me disait mais la France, je lui dois tout. Quand je suis arrivé, moi, en France, à Digoin, je passais les Alpes avec des sandales, j'avais même pas de chaussures, j'avais un pantalon, j'avais une chemise, j'avais rien. Et voilà, des gens qui sont restés amoureux de la France, parce qu'ils ont découvert en France le travail. C'était un travail très dur, hein. Le travail de faïencerie, c'est de la poussière, c'est de la chaleur, on ne se rend pas compte. Hein. Et bien, eux, ils étaient heureux quand même. Et alors, je continue rapidement, je ne l'ai pas mis. J'avais mis l'endroit où la maison de mes parents, elle était juste à 150 mètres de la sortie de l'usine, en direction des cités où les gens étaient logés par la suite. Et chez moi, tous les Italiens, après le travail, ils venaient discuter à la maison. Alors, mes grands-parents habitaient au-dessus, et mes parents, bien entendu, ma grand-mère était affolée. Elle a très mal accepté que sa fille marie un Italien, puis après, il était tellement gentil, cet Italien, tellement aimable, il l'appelait maman, elle est devenue, elle était séduite, mais elle me disait, remonte ici, ils crient comme des fous, parce qu'ils parlaient, ils ne s'engueulaient pas, ils parlaient de quoi? Bartali Coppi, la Juve, ou l'AS Rome, ou alors Milan, voilà, ils se disputaient sur des détails, ils ne parlaient jamais politique. C'était sacré, il ne fallait pas en parler, parce qu'on ne sait jamais à qui on parlait, vous voyez ce que je veux dire? On n'allait pas se fâcher. Ben oui. Parce que la guerre avait laissé des traces. On ne savait pas trop si le type avait été fasciste ou pas. Et puis, est-ce qu'il l'était volontairement, hein, d'accord? Je raconte très bien dans le bouquin, par exemple, comment les fascistes obligent les gens à défiler, à porter le drapeau. Mon grand-père a porté le drapeau une fois, tout le monde se foutait de sa gueule après. Oh, toi, t'as porté le drapeau. Il dit, mais c'est pas... J'étais obligé. Non, c'était obligé, t'étais bien content quand même. Il y avait comme ça une espèce de rigolade un peu bizarre, hein. Mais après la guerre, les gens, ils n'aimaient pas trop qu'on parle de ça, donc on n'en parlait pas. Alors, l'intégration Senorita, je vous ai mis quelques personnages italiens, le fabrique de pâtes à Paris, hein, c'est vrai, vous voyez, les pizzerias, mais on a aussi Platini, Sanghero, Marcel Azola, celui qui avec Brady chauffe Marcel, il fait un numéro d'accordéoniste Nice absolument incroyable, Reggiani, Uderzo, qui avait des ancêtres italiens, Coluche, n'en parlons pas, Cabrel, son père était italien, même s'il s'appelle Cabrel, Nino Ferrer. Vous avez mis l'intégration Senorita. Vous avez ici en haut un historien extraordinaire qui s'appelle Pierre Milza. On les doit beaucoup sur l'Italie. Vous avez Belmondo, fils d'Italien, les sœurs, les deux qui a épousé le fils d'un immigré hongrois. Vous avez Claudia Cardinal, ma préférée,
qui ne savait pas parler italien, je me suis dit, elle était une de ces Italiennes de famille italienne de Tunisie, francisée, mais qui ne parlait plus italien. Mais elle était quand même restée italienne hein, sur le papier. Et puis, vous avez la femme de Mastroianni, Chiara Mastroianni, la fille de Catherine Deneuve. Et puis vous avez un autre, comment dire, un autre virtuose de l'accordéon, Galliano, et puis Christophe, à qui on doit quand même l'immortel Aline. Hein. Et d'autres choses, des mots bleus quand même. Hein. C'est des gens qui ont quand même marqué la culture française. Je pourrais en mettre d'autres, hein. Je me suis un petit peu arrêté là. Et cours est fini. Elle était italienne, mais d'Égypte là. Hein. Il y avait une colonie italienne en Égypte très importante, à Alexandrie en particulier, comme il y avait une colonie grecque, mais elle était italienne, quoi, hein, vraiment. Ah bah, si vous voulez, oui, bien sûr. C'est une star, c'était une star de la chanson française, tout à fait. Hein. D'autres questions ou des remarques sur... C'était très, très passionnant, très documenté. On a appris beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de documents. Ouais, très intéressant. Vraiment. C'est en même temps visuel. Oui. Avec des anecdotes. Ouais, les gens me disent, mais les Italiens, quand même, ils ont été maltraités, etc. Moi, franchement, moi j'ai connu l'immigration italienne enfant en France et quand j'étais adolescent au Canada anglais. Alors je peux vous dire, au Canada anglais, le racisme était ouvert. Hein. Et les Italiens vivaient davantage groupés qu'en France. D'abord, les mariages avec les autochtones ne se faisaient pas, alors qu'en France, première chose que faisaient les Italiens, c'est se mettre avec une Française ou un Français. C'est-à-dire qu'il y a une interpénétration immédiate, hein, ça a été immédiat. Alors, au Canada, maintenant, c'est vrai, la deuxième génération, c'est-à-dire celle des gens qui ont 30 ans, 35 ans, qui sont descendants d'Italiens, ils sont totalement intégrés, ils parlent anglais, etc. Mais en France, bon, bien sûr qu'il y a du racisme, certainement, mais ce n'était pas un racisme, comment dire, qui perdurait, quoi. Hein. Souvent, par exemple, à Digoin, au début, les Italiens, les macaronis, etc. Sauf qu'après, ils ont un petit peu gagné, ils ont su gagner le respect des gens, quoi, parce que c'était pas du tout l'image qu'on leur avait donnée, des types violents, etc. Ils étaient bien habillés, ils séduisaient les femmes. Hein. Ma mère me dit, un jour, ta grand-mère m'a dit, pourquoi tu t'es choisi un Italien? Il y avait tellement de Français, il fallait que tu prennes un Italien. Elle lui a dit, c'est ce que je lui ai dit, tu crois que j'allais aller avec ces types toujours en train de picoler et qui ne se lavent pas, alors que ton père était toujours bien soigné, etc. Ah, mon père était très précieux, hein, malgré le fait qu'il ait été un ouvrier avec des moyens, je veux dire, pas extraordinaires. Par exemple, je vous jure, c'est vrai, hein, il avait des pantalons, donc comme c'était à l'époque, avec un pli. Eh bien, ma mère me disait, mais des fois, quand on sortait, il ne s'asseyait pas, pour pas casser le pli. Donc, on avait vraiment affaire à quelqu'un de très, très précieux. Mes parents étaient des gens extraordinaires, hein, des gens comme ça. Bon, je pourrais vous en raconter. Comment ? Oui, mais ils étaient très, très... Tout de suite, ils ont... Par exemple, dans le bouquin, je raconte, ça c'est du vécu, la première chose que font les gens, c'est d'aller s'acheter des vêtements. Parce qu'ils se sentent pas bien, ils sont mal habillés, etc. Donc c'est ça aussi qui fait partie de cette immigration, mais c'est l'immigration non pas du siècle dernier, c'est l'immigration récente. Et puis c'est un groupe, vous savez, les Italiens se tenaient en groupe, le groupe du village, quoi. Ils étaient tous du bled, quoi, du patelin, Popoli. Ils étaient là, ils sont arrivés à 25, ils sont restés à 25, ils sont partis ailleurs à 25, et ils sont tous morts maintenant, tous ces gens-là. Je connais leurs enfants et leurs petits-enfants aussi. Mais on faisait partie d'une tribu, hein. C'était merveilleux, hein. C'était des gens formidables. C'était différent dans une grande ville. Non, à Paris, c'était différent. À Paris, moi, ce qu'on raconte Cavana, ce qu'il raconte, c'est la même chose. Cavana, il raconte comment des Italiens passent leur temps à faire le dimanche leur maison, et puis qu'ils meurent avant d'avoir fini la maison. C'est affreux, quoi. Alors qu'ils travaillent toute la semaine comme des brutes. Moi, j'ai vu des Italiens travailler. Hein. C'est vraiment pas des gens... Ils n'imaginaient pas qu'on ne travaille pas, quoi. Il fallait travailler. Et puis, il y en a beaucoup qui ont réussi, hein. Ils créent des boîtes, des sociétés. Bien sûr,
Moi, je sais qu'il y a par exemple un cousin à mon père qui est venu en France, il avait une brouette, il allait aux enterrements devant le cimetière, il vendait des fleurs. Et maintenant, il a un magasin de fleuristes. Il l'a légué à ses enfants, etc. Les gens travaillent, quoi. Hein. Mais on voit ça dans toutes les immigrations. Hein. D'accord ? Les Espagnols, c'est pareil. Les Espagnols. Espagnols. Vous avez des questions ?